Avant de quitter ma ville natale pour suivre des études de musicologie, mes profs de musique me disaient qu'il fallait que je pratique un deuxième instrument en plus du piano. Je savais pas trop quoi choisir, je me disais que le violoncelle était plutôt cool et j'aimais bien la basse, mais aucun des deux ne me tentait vraiment. Mais un jour, j'ai entendu ça. Mon choix était fait. Cet homme allait changer définitivement ma façon de voir la musique, et je ne pense pas être le seul à qui ce soit arrivé. Ce bassiste, du nom de David Ellefson, est membre fondateur du groupe Megadeth. Son talent n'est plus approuvé et Megadeth fait partie d'une des plus grandes influences de la scène métal. Néanmoins, je conçois que lorsqu'on n'est pas bassiste, et encore moins lorsqu'on n'est pas musicien, on a tendance à faire peu attention à cet instrument. Et ce, même pour des groupes connus. Les gens ne connaissent pas les noms des bassistes, contrairement à ceux des chanteurs ou ceux des guitaristes. C'est pour ça que cette vidéo existe. Pour vous montrer en quoi il ne faut pas oublier David Ellefson. À travers sa carrière, Ellefson a su diversifier ses lignes de basse qui ont toujours été consistantes et au cœur même de ce qui rend le son de Megadeth si unique. C'est rapide et précis. Il remplit son rôle de bassiste, mais des fois c'est s'en éloigner au bon moment. Il est directement influencé par la scène hard rock et heavy metal avec des bassistes comme Tom Hamilton d'Aerosmith, Jimmy Bain de Dio ou Ian Hill de Judas Priest. Des musiciens qui avaient un jeu rythmique très fort dû à leur utilisation du médiator donnant des sonorités comme celle-ci. Mais en plus d'être influencé par ce type de sonorité, il va chercher son côté mélodique chez Chris Squire, Geddy Lee ou Gene Simmons, des bassistes qui avaient tendance à remplacer assez souvent le rôle de la guitare, comme ici. Ellefson est donc influencé majoritairement par un jeu rythmique mais aussi mélodique. Normalement, on attend d'un bassiste de rock d'être seulement rythmique et consistant dans son jeu. Il doit savoir rester dans le temps, jouer avec la même intention du début à la fin afin de lier la partie guitare à la partie batterie et de garder le groupe dans le tempo. Ellefson va suivre ce principe et le développer. Il adopte un jeu au médiator alors que la plupart des bassistes jouent au doigt et font du slap, technique qui consiste à tirer et frapper sur les cordes pour donner un son fort qui rappelle les sonorités de la batterie. Et même si notre jeune fille pourra se moquer du choix du médiator, il en demeure que pour une question de sonorité et de vitesse, c'est ce qui collait le mieux à Megadeth, qui sont connus pour jouer extrêmement rapidement avec une très grande précision. Avec le rythme d'Ellefson et donc sa précision, on distingue bien toutes les notes et tout ce qui se passe. Pour vous donner une idée, voici ce que ça donnerait si on jouait au doigt sur ce genre de vitesse. Mais du coup c'est vachement plus confus, et on a moins cette attaque précise caractéristique du médiator. Pourtant, l'utiliser est quand même quelque chose d'assez mal vu, car le jeu au doigt et en slap demande, selon certains, une plus grande maîtrise que de juste savoir se servir d'un bout de plastique pour gratter une corde. Bienvenue dans le monde élitiste des bassistes. So recently I took a girl back to my assisted living home, and she had left. And Obvious question, but you weren't using a pick, were you? Right. What's wrong with using a pick? Well, real bass players don't use here a we pick. Why don't you say that to my face? Come on, man, everyone knows real bass players don't use a pick. You are a poser. You're a poser if you're using a pick. Come on, welcome. Ellefson va pousser plus loin le jeu au médiator en utilisant une technique appelée le palm mute, qui est essentielle pour comprendre son style. C'est assez simple, lorsque l'on gratte une corde, elle va sonner naturellement. Mais lorsque l'on place la paume de sa main sur la corde pour la gratter ensuite, on va étouffer le son. Par exemple, sur Hangar 18, c'est assez marquant. Ça donne un côté rythmique assez puissant tout en permettant d'accentuer certaines notes de façon efficace.
Par exemple, il va pouvoir palmuter une partie et pour apporter de la tension, relever progressivement la main pour revenir au son normal et plus agressif de la corde. C'est ce qu'il fait sur Symphony of Destruction. Une de ses caractéristiques, c'est son obsession pour le fait d'être en rythme et d'accentuer les temps. Pour ceux qui ne sont pas musiciens, une musique est séparée en plusieurs mesures. Et dans ces mesures, on a un certain nombre de temps qui peut varier. Imaginez qu'il y en ait 4, ça ferait quelque chose du style 1 and 2 and 3 and 4 and... Ce que va faire Ellefson, même si tous les bassistes le font un peu, mais lui il met vraiment un point d'honneur là-dessus, c'est qu'il va jouer une accentuation sur chaque premier temps de la mesure, ou sur un autre temps en particulier. Un exemple. Plutôt basique, on est d'accord, mais jouer très vite, ça peut être difficile de tenir ça longtemps sans jamais faiblir. Au final, cela va donner quelque chose de vraiment très dynamique. L'utilisation du Mediator permet également de faire des accords plus facilement sur une basse. Normalement, il est très rare d'entendre des accords sur cet instrument, mais Ellefson va s'en servir de la bonne manière afin de rendre vraiment puissants certains passages, comme la fin de Poison Was the Cure pour renforcer la sensation de finalité de ce morceau. Play chords that often, do we? I remember when I first bought my bass, my mom bought me this little Gibson bass, a little Fender amp, and I got this chord chart. I'm like, what the hell is a chord chart for a bass? I was like, how do you play a G, you know? Like, that doesn't sound like Gene Simmons at all, you know? It just had this really nice, just kind of heaviness to certain chords when you land on them. And it's just a simple, effective way. It's kind of just a nice little seasoning during a riff or a piece of a tune. Le Mediator est donc utilisé de façon vraiment pertinente, car il s'en sert de toutes les façons possibles pour servir le propos de son groupe. Sa rythmique extrêmement solide est ce qui lui permet de donner son ambiance à Megadeth. Mais le plus impressionnant, c'est sa capacité à sortir de son rôle classique de bassiste de rock pour apporter des lignes mélodiques qui remplissent les moments d'absence de la guitare afin de garder le dynamisme de certains morceaux. On peut le voir dans Five Magics, un de mes exemples préférés de l'utilisation de la basse d'Ellefson, qui va justement utiliser des lignes mélodiques et garder le dynamisme de ce morceau. Il sait également fusionner rythmique et mélodique et les enchaîner de façon assez impressionnante, comme dans le morceau My Last Word, où justement, il commence avec une partie assez solide pour continuer avec une partie très mélodique. Franchement, j'ai aucune idée de comment il arrive à tenir 1h30 de show en jouant comme ça. Le pire, c'est que en live, il la joue parfois plus rapidement. Il lui arrive même de prendre le rôle de la guitare sur certains morceaux, comme sur les exemples que je vais vous passer, où on peut clairement voir David Ellefson nous faire une démonstration de sa technicité. Ce qui lui fait le plus kiffer, c'est que pour lui, la basse doit avoir un côté dansant et ça se ressent énormément dans son jeu très rythmé et entraînant. Mais il va parfois plus loin et propose assez souvent des lignes de basse vraiment groovy, comme sur Devil's Island ou Lucretia.
David Ellefson a appris plus jeune à jouer du saxophone, du piano, de la guitare, de la batterie et évidemment de la basse. Tout ça lui a permis de comprendre le rôle de chaque instrument et d'apprendre à travailler avec eux, lui fournissant une grande diversité de sonorités et de compositions. Il arrive aussi à travailler avec les autres musiciens et à être complémentaire avec n'importe quel instrument quand il le faut, avec une maîtrise de la tension assez impressionnante. Mais là où il est vraiment remarquable, c'est quand lui et le batteur arrivent à travailler ensemble parfaitement, à un tel point qu'on pourrait croire que la batterie et la basse sont un seul et même instrument. Dans le morceau Rust in Peace Polaris, c'est assez flagrant. Voici la batterie puis la basse et les deux ensemble. Et c'est cette complémentarité entre son intelligence de composition et sa maîtrise de la technique qui rend son jeu unique et qui sert parfaitement le propos de Megadeth, qui pendant longtemps ont eu des musiciens de jazz, certains influencés par les musiques asiatiques et arabes. Ellefson arrive à lier habilement ses styles de jeu sans jamais trop en faire ou pas assez. Ellefson ne se contente pas juste de remplir le son en liant batterie et guitare, il va amener les instruments plus loin. C'est ce qui a poussé Dave Mustaine à lui laisser carte blanche pour composer la ballade de l'album Rust in Peace avant le déchaînement final. Sauf que quand on est dans Megadeth, une ballade pour faire redescendre la tension, c'est ça. Mais l'important au final, que ce soit au début de sa carrière ou vers la fin, c'est qu'il a toujours amené le groupe plus loin et lui a permis de faire des choses incroyables. Il a toujours apporté quelque chose de nouveau et a su constamment surprendre, et ce, sans jamais oublier son rôle principal de bassiste de rock. J'espère que la prochaine fois que vous irez écouter Megadeth, vous ferez plus attention à la basse. Et vous comprendrez alors facilement pourquoi il ne faut pas oublier David Ellefson. Oh, ça va être dur de reprendre un truc là. Alors attends.